Bonjour Samira. Bonjour Sarah. Comment tu vas? Très bien, très heureuse de te rencontrer enfin. Je suis ravie de te recevoir. J'ai lu tes 3 romans que j'ai adorés. Donc on a pour ton entrée en littérature 40 jours après ma mort. Oui. Ensuite Les femmes sont occupées et Le ventre des hommes. Ce qui est intéressant avec ces 3 ouvrages, c'est qu'on a 3 temporalités en fait différentes. Avec 40 jours après ma mort, on est un peu dans une projection dans le futur. Bon, Les femmes sont occupées, on est dans un présent qui nous étouffe, un peu qui est difficile à supporter. Et avec Le ventre des hommes, on est sur un retour un peu en arrière. Est-ce que c'était volontaire d'avoir fait cette démarche un peu oui, de retour en arrière avec ces 3 ouvrages, un retour aux sources? Merci beaucoup Sarah. Alors non, j'ai pas du tout fait exprès, mais je pense que ces 3 romans-là, ou tous les romans que j'ai écrits, visent toujours à faire le lien entre un passé qui nous dépasse, qui nous conditionne, qui nous détermine très fortement, dont les héroïnes ou les héros ont à se défaire. Et la question que je vais me poser, c'est comment tenir, comment se construire, comment vivre aujourd'hui, en se débarrassant ou en reprenant l'héritage du passé. Et effectivement, j'ai pas fait exprès. Et question qui va te paraître un peu simple, est-ce que les femmes sont occupées par le ventre des hommes? Très juste. Oui, enfin, cette question des hommes, des femmes, c'est une question que depuis des centaines d'années nous traverse. Je ne sais pas si les femmes sont occupées par le ventre des hommes, mais très certainement l'inverse, oui. En tout cas, sache que le titre a beaucoup intrigué, en tout cas, parce que j'ai eu plusieurs retours après l'avoir lu et après avoir chroniqué, qui me demandaient mais le ventre des hommes, ça correspond à quoi? Il faut le lire, on va pas vous spoiler, mais lisez-le. Donc avec ce dernier roman, tu reviens en fait finalement sur toute une vague d'immigration de ces hommes marocains qui ont migré dans le nord de la France pour travailler dans les mines. C'est aussi un hommage à ton papa, je crois. Oui. Comment est-ce que tu as récolté ces témoignages? En fait, j'ai mis 10 ans pour écrire ce roman. Ah oui. Ça fait 10 ans que je le porte. Je ne savais pas par quel bout le prendre. J'avais envie de raconter cette histoire incroyable, très peu connue du grand public, qui est effectivement ces hommes venus du sud du Maroc pour travailler dans le charbon, les conditions dramatiques dans lesquelles le recrutement s'est fait, les conditions de travail et la beauté de ces hommes qui sont battus pour obtenir leurs droits. Ça, c'est une histoire que peu de gens connaissent. Et jusqu'au plus haut sommet de l'État, d'ailleurs, cette histoire va très loin. Et finalement, j'avais envie de raconter cette histoire ici et aujourd'hui, à travers le personnage d'Anna. C'est une histoire pour moi d'amour entre une fille et son père. Et le père est vu à travers les yeux d'Anna, enfant, adolescent, adulte. Je pense que la relation entre un père et une fille est quelque chose de très très fort. Complètement, elle est vraiment sublimée dans cet ouvrage. D'ailleurs, il y a un passage qui est très touchant vers la fin, où Anna est devenue enseignante et son père lui dit marque-moi. Il ne lui dit pas écris-moi, mais il lui dit marque-moi. Est-ce que tu penses qu'au-delà du métier de mineur qu'il exerçait, il était devenu mineur dans une place hiérarchique, dans le rôle familial finalement, une place familiale? En tout cas, c'est le décalage entre ces hommes souvent aperçus sous l'angle du manque. On dit souvent ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas de moyens économiques. Et ça, je voulais vraiment révolutionner mon propre regard sur ces personnes. Et aussi le regard, j'espère, des lecteurs, en disant mais attention, on ne soupçonne pas la richesse linguistique, l'imaginaire de ces hommes et de ces femmes, puisque là le ventre des hommes, c'est pas seulement l'homme masculin, ça peut être pris au sens large aussi de l'humanité. Et finalement, il y a énormément de richesses insoupçonnées parce qu'en fait on les regarde avec un peu de condescendance, on ne prête pas attention. Qui regarde vraiment ces hommes-là?
quelles histoires ils portent. On ne sait pas derrière les yeux, derrière leurs yeux, derrière leur regard, quelles histoires incroyables se cachent. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a une urgence maintenant de se saisir de ces histoires et de les conserver, de les maintenir? Oui, alors, il s'agit de les faire vivre aujourd'hui, mais pour que ce soit actif dans notre époque et dans notre société. Alors c'est vrai que j'aurais pu décider de choisir de rendre hommage, c'est un peu ce que je fais, mais surtout le père il est fragile, il est à l'hôpital, etc. J'ai aussi décidé de montrer la fragilité, l'humanité, la vulnérabilité aussi de la figure du père. Et effectivement, c'est une population vieillissante, mourante aussi, hein, qui commence à avoir un certain âge, mais je voulais enregistrer leur langue. C'est pour ça que dans le roman, on entend la langue du père, et on entend justement, langues. on entend plusieurs langues, et on entend le berbère, on entend un peu d'arabe, de français, d'espagnol aussi. De l'italien, du polonais. Du polonais, on sent vraiment ton amour pour les langues. Est-ce que c'était une manière de montrer ta pluralité aussi? Mais je pense qu'on s'est un peu trompé quand on parle d'identité culturelle et autres. Moi, je suis beaucoup plus intéressée par l'identité langagière. Quelles sont les langues que nous parlons? Quelles sont les langues que nous fréquentons? Il y a ce que dit Anna dans le roman à un moment donné, les langues étrangères, mais néanmoins familières. C'est-à-dire qu'il y a plein de langues qu'on appelle étrangères, mais en réalité, elles ne sont pas étrangères. Ce sont des langues voisines qu'on entend. On entend ce qu'on appelle des dialectes. Et elle dit le butin des guerres qu'on n'a pas eu à faire. C'est un petit clin d'œil. Ah, Kate Biasine. En disant mais c'est une richesse incroyable ces langues-là. Et effectivement ça structure une façon de penser, il y a tout l'imaginaire, mais est-ce qu'on s'intéresse par exemple à la maman qui parle la langue amazigh, la langue amère qui est oui, et puis abandonnée. Les enfants se délaissent de ces... Enfin, laissent cette langue s'en aller avec leur maman finalement pour investir l'arabe ou le français, et tu le dis vraiment dans l'ouvrage, l'amazigh on s'en est détaché en grandissant, c'est très touchant. Oui, c'est terrible cet abandon de la mère dans sa langue, son isolement. Il y a l'attrait d'Anna pour les langues, elle dit il y a des langues qui comptent double au bac, et puis il y a des langues qui comptent pour du beurre, mais qui comptent pour rien. C'est complètement injuste. Et c'est vrai qu'elle parle d'un immense malentendu. À un moment donné, elle réalise, quand elle découvre finalement que son père a été porte-parole des mineurs en grève, en prenant la parole dans l'espace public comme il était, avec cette langue accidentée, cette langue pleine d'images, cette langue vivante quand même, et vivace. Et elle dit je suis issue d'un immense malentendu, et dire que je croyais que j'étais la bête enfant d'un alphabète. C'est-à-dire que d'un coup, elle réalise que son propre père maîtrise parfaitement l'arabe littéraire, qu'elle ne maîtrise pas du tout, et qu'elle a toujours pensé elle-même qu'il lui manquait quelque chose. Donc à l'école, il y avait ce complexe d'infériorité, cette impression de ne pas réussir, de devoir faire 2 fois plus. Oui, tu parles de ce sentiment de honte, finalement, qui se résorbe avec le temps quand elle apprend à redécouvrir l'histoire de son père et sa richesse, si je ne me trompe pas. Je pense qu'à un moment donné, notre existence, on fait tous ce chemin-là, c'est-à-dire qu'on grandit avec une part de soi qu'on méprise parce que la société ne reconnaît pas toutes les particularités et les singularités des individus qui sont issus de parcours migratoires. Et qu'à un moment donné, on méprise un peu cette partie de soi aussi, de façon inconsciente ou consciente, ou alors nos yeux, comme Anna, sont rivés vers l'autre côté de l'Atlantique, elle rêve d'Amérique, elle regarde la télé, et puis à un moment donné, il y a ce voyage qu'elle va faire, comme Didier et Lumon l'a fait, enfin voilà, dont je parle aussi dans le roman, avec son retour à Reims. On repart dans notre enfance, on repart dans son passé, on fait tout ça, et on va dire, mais finalement, quelle est la part de ce qui me constitue, que j'ai méprisé à un moment donné, mais qui pourtant est une part de moi, et j'ai besoin de récupérer cette part d'héritage pour marcher sur mes 2 jambes et grandir. Et c'est ce que va faire Anna, et j'espère que le lecteur ou la lectrice va faire aussi ce même voyage. Tout à fait, je te le confirme. Il y a aussi un rapport au savoir. On sait que Anna adore l'école, elle restera finalement dans cette atmosphère puisqu'elle deviendra enseignante. Est-ce qu'il y a une obsession pour la transmission Oui, je crois que l'école, dans des familles issues de quartiers populaires et autres, peut être un vrai repère structurant, un espace de reconnaissance. On a tous été marqués, je pense, par à un moment donné un professeur ou je sais pas, une Madame CDI qui nous a reconnus, qui nous a vus, qui nous a regardé dans les yeux et signalé qu'on existe en tant qu'être à part entière, indépendamment du groupe, de la famille, de la tribu, comme je. Et je crois que l'école, les institutions,
beaucoup d'endroits participent vraiment de la construction de l'individu, du jeu en dehors du groupe. Et ça a été le cas dans mon parcours personnel, je pense aussi, ou celui d'Anna, tout en étant toujours très attachée à la dimension du collectif. D'accord. Il y a une phrase que j'aimerais que tu m'expliques, c'est il faut répondre ou réécrire à la fiction par la fiction. Je dis que seule la fiction peut sauver la réalité. Dans ce qu'on vit actuellement, comme Anna, c'est aussi un roman qui parle de la perte de l'innocence. Quand on grandit, à un moment donné, elle est confrontée à découvrir la part sombre de l'humanité. Hein, elle découvre l'histoire des hommes, elle va à l'école, elle se rend compte de ça. Et elle dit que et puis à un moment donné, notre société a fait le choix de la peur, notamment après les attentats. Enfin, voilà, on sent qu'il y a un manque de lumière, d'éblouissement. Et elle dit, pour répondre à ce manque-là, il faut créer une autre fiction. Et la peur est une fiction, mais on peut choisir une autre fiction qui est l'empathie, par exemple. La foi ou la croyance en l'humanité, en l'humanisme, c'est aussi une autre fiction. Mais quelle fiction on choisit? Et dans le roman, quelle fiction elle va choisir? C'est la question que j'aime poser. C'est un peu mieux se réapproprier son enfance pour se compléter en tant qu'adulte sereinement. C'est un peu sa démarche. Je crois que c'était une démarche très personnelle que j'avais envie de faire pour moi, me dire mais comment on tient dans cette société où on manque de lumière actuellement, où on a perdu collectivement une sorte d'insouciance avec ces chocs successifs qu'on vit et qui durent dans le temps. Et il me semble que ce qui peut nous sauver, c'est réactiver l'enfance. Non pas repartir en arrière, mais rendre actif la part enfant, c'est-à-dire l'imagination, la capacité qu'on a de recréer la réalité. C'est ce que va faire Anna, c'est aussi ce qui me touche beaucoup dans mon travail d'écriture et de romancière. Et quelle est la part de toi qu'il y a dans Anna? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait certains souvenirs qui étaient si précis que je me suis demandé si c'était pas les tiens. La frontière est toujours floue et évidemment quand j'écris un roman, j'ai mis de ma personne. Le ventre des hommes en particulier, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et ça a été bouleversant à écrire parce que j'ai revisité ma propre enfance dans les corons. Donc voilà, toute la part des premiers chapitres où je raconte l'enfance, cette vie joyeuse, alors qu'il y avait la misère autour ou la vie des adultes qui était incompréhensible et complètement absurde du point de vue de l'enfance. Vivre, je pense que certains vont se reconnaître là-dedans, vivre dans une petite maison, mais pourtant on s'en fout complètement, on a l'impression que c'est immense. Tout ça sont tirés de souvenirs que j'ai moi-même, puisque effectivement j'ai grandi dans les corons et que j'en garde un beau souvenir, parce que protégé par la gueule de l'enfance, après on se rend compte et on réalise à quel point j'ai moi-même découvert cette histoire de mon propre père que je ne connaissais pas, comme Anna découvre que contrairement à ce qu'elle imaginait, son père qui l'a toujours éduquée pour être droite, pour respecter les règles, lui en fait a fait tout le contraire, parce qu'en étant gréviste, il a fait beaucoup de choses hors la loi, et elle était un peu en colère justement. On le ressent bien. Donc finalement, le ventre des hommes, tu l'as porté en toi en gestation pendant 10 ans. C'est quelque chose qui t'a travaillé Oui. C'est le temps nécessaire pour aborder ces thématiques et tous ces sujets assez denses à la juste place, en racontant cette histoire du point de vue d'Anna et je pense en recréant le lien d'amour entre un père et sa fille. Quelle part d'héritage? Est-ce qu'elle est bien la fille de son père? Tout ce qu'elle ne connaissait pas elle-même. Voilà, tu vois, c'était aussi l'occasion de retraverser cette part d'héritage moi-même en me disant mais qu'est-ce qui fait que je suis devenue romancière alors que rien ne me prédisposait à prendre la parole en public. Et je pense qu'on est porté parfois par une histoire qui nous dépasse et c'est un peu ce que va faire Anna en choisissant peut-être de braver elle-même un peu plus tard l'institution. En tout cas, c'est un livre magnifique et d'une justesse. On sent que tu as pesé le moindre mot. Il est complet, il nous amène à réfléchir et il nous touche. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Et je voulais vraiment te remercier pour ça. On se l'est dit hors caméra, mais c'est un livre qui est très touchant. Tous ces livres
sont merveilleux, mais celui-ci particulièrement, on sent la part de Samira dans cet ouvrage. On sent qu'elle a donné, qu'elle a beaucoup donné d'elle-même. Donc je vous le recommande vivement une nouvelle fois. J'aimerais, Samira, pour conclure, que tu donnes des conseils aux jeunes écrivaines, aux jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans cette aventure qu'est l'écriture. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là? Eh bien, je leur dirais tout simplement quelque chose de très simple, qui est de d'abord se concentrer sur qu'est-ce qu'on a à donner et qui est partageable, qui est à partager. De se concentrer vraiment sur l'écriture, sur le texte en lui-même, de créer un lien très intime avec le texte et de ne faire entrer personne à ce moment-là dans cette bulle-là, d'aller jusqu'au bout de ce souffle, jusqu'au bout de ce projet dans un premier temps. Et puis après, trouver des personnes de confiance avec lesquelles partager cette écriture-là. Alors, il faut avoir un côté un petit peu fou pour écrire, parce que personne ne vous demande rien et vous devez créer un monde qui va se tenir tout seul à partir d'une idée, d'une obsession. Donc, il faut être habité, je pense, par ce texte-là et faire confiance au texte parce qu'il a sa propre logique, il a son propre univers, il a son propre langage. On est aussi construit par le texte qu'on écrit. Voilà, je pense que c'est le premier conseil, c'est aimer écrire le texte, rester vraiment en amour avec son écriture et ce qu'on a partagé. Ça, c'est dans un premier temps ce que j'essaie de faire. Merci, parce que je prends ces conseils pour moi, bien évidemment. Merci beaucoup, Samira, et des projets peut-être pour la suite. Merci beaucoup, Sarah. Oui, l'adaptation de mon précédent roman au théâtre. Ça, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Par Marjorie Nakache du Studio Théâtre de Stein. Donc, je suis ravie, on a déjà commencé à travailler. Et puis peut-être Le Ventre des Hommes, voilà, au théâtre, au cinéma. Enfin voilà, on verra bien en tout cas. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Merci. À bientôt.